Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir, vous et votre communauté, dans une approche holistique de la santé. Alors cette semaine, je suis très heureux de vous présenter une nouvelle interview découverte, celle de Michel Gauthier. Nous allons découvrir un tout petit peu son parcours, sa carrière et surtout son travail, le travail qu'il a fait sur l'impact de la musique sur notre santé, sur notre corps, sur nos émotions. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Eh bien, nous allons découvrir que justement, par rapport à la musique que vous écoutez, vous allez pouvoir influencer vos émotions. Michel a fait des expériences au départ sur les animaux. Il a vu qu'effectivement, ils avaient des comportements très différents, sur les plantes également. Et au travers de plus de 250 études aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, la musique a un impact très différent selon certains critères. Découvrons tout cela en détail et de manière passionnante avec cette interview de Michel Gauthier. Je l'espère, va vous permettre à nouveau de découvrir de nouvelles pistes pour prendre votre santé en main de manière globale. Sans plus attendre, voici l'interview. Bonne écoute. Bonjour Michel, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, écoute, je vais très bien. Je suis très heureux de participer à ton podcast que tu m'as proposé il y a déjà quelques temps. Donc, ça s'enchaîne en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, je ne sais pas à quoi c'est dû. Sans doute qu'il y a un réveil de la population, de ces gens qui se réveillent chaque jour. C'est vrai qu'on a un changement de paradigme très clair, puisqu'il y a de plus en plus de personnes à s'intéresser à autre chose que ce que la matrice propose, je dirais, quoi. Voilà. Tout à fait, et c'est vrai que pour être transparent avec toi, l'étude de l'impact de la musique sur la santé, ce qui sera le centre de notre échange aujourd'hui, est déjà apparu dans ma carrière il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai quelques ouvrages là-dessus, comme l'effet Mozart par exemple, et c'est tout à fait par hasard. Il y a quelques semaines que je suis tombé sur ta vidéo de ton intervention en 2017 dont on va parler à Limoges, le TEDx que tu avais fait sur l'impact de la musique sur la santé justement. Et ben voilà, c'est effectivement une synchronicité parce que ça tombait vraiment bien dans les recherches de thématiques que je voulais aborder dans ce podcast, hein, qui permet à la communauté de découvrir en fait toutes les possibilités d'impact sur la santé. Et c'est ce que nous allons un petit peu échanger aujourd'hui, sur lequel nous allons échanger avec une grosse partie de ton travail. Mais avant de justement rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu me permets de revenir un petit peu sur quelques grandes étapes de ta carrière ? Alors, moi, ça a commencé très tôt. En fait, j'avais 17 ans. J'avais des parents qui avaient une exploitation agricole. C'est ça. Et donc là, je commençais à mettre des musiques sur les animaux, sur les végétaux, et je n'utilisais pas sur les humains. Enfin, moi, je le disais sur moi-même, c'est tout. Et je m'étais aperçu qu'il y avait déjà des différences selon les musiques que je mettais sur les animaux. J'avais vu qu'il y en avait des animaux qui étaient plus calmes, plus de recherche avec l'homme, un lait de meilleure qualité. Des animaux qui avaient tendance à se porter beaucoup mieux, avoir moins de problèmes sanitaires d'une façon générale. Et je ne savais pas pourquoi, mais je m'étais aperçu qu'il y avait particulièrement certains compositeurs qui fonctionnaient mieux que d'autres. Et je ne comprenais pas pourquoi à l'époque, puisque je n'avais pas fait de recherche entre la 432 et à l'époque, c'était George Harrison, John Lennon, Jimi Hendrix, Elvis Presley. Et Bob Marley, c'était essentiellement ceux-là qui fonctionnaient le mieux, et aussi certaine musique baroque. Mais je ne savais pas pourquoi. Là, je vais te poser une première question, si tu me permets, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on peut voir dans les différentes interviews que tu as déjà données, dans certains articles. Mais revenons un petit peu dans le contexte. On est là avant l'arrivée des réseaux sociaux, avant les buzz, comme on explique aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à tester ce genre d'expérience ? Parce que
Aujourd'hui, on pourrait dire, bah, c'est un jeune qui veut faire le buzz sur les réseaux sociaux, qui fait passer de la musique dans son exploitation agricole pour voir si ça peut fonctionner. Mais là, on est dans un autre contexte, hein, parce qu'aujourd'hui, et on y reviendra, je pense, sur le sujet, mais on est effectivement une accessibilité à l'information qui est énorme. Mais toi, à l'époque, euh, qu'est-ce qui t'a amené à combiner ton vécu dans la propriété agricole de ton papa et cette musique? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette idée-là? Bah, ça a été tout simple en fait. J'ai commencé par mettre une musique de variété, une première musique de variété. Moi, ça me mettait dans une joie. Et donc, bah, je trouvais que les animaux, bah, effectivement, moi aussi, étant dans une joie, les animaux, ils étaient aussi plus sympas avec moi. Et donc, c'est de là que ça a commencé. Et mon père, d'ailleurs, avait beaucoup de mal à me supporter parce qu'il me disait, écoute, t'as qu'à aller en discothèque, ça commence à faire, quoi. Tu mets de la musique partout, il y en a dans les champs de maïs, il y en a dans les champs de betteraves, enfin bon. C'est Et ça. donc, je m'étais aperçu aussi que notre comportement jouait aussi, bien évidemment, il n'y avait pas que la musique, mais notre comportement, moi, si j'étais en joie, les animaux, ben, il avait aussi un autre comportement. Donc, c'est là où je me suis aperçu que la musique avait vraiment une incidence sur l'individu. Et donc, forcément, en ayant une incidence sur moi, les animaux, ils fonctionnent télépathiquement. Donc, ils ressentent forcément aussi notre état d'être bien avant qu'on soit arrivé, parce que ils s'adaptent en fait. Les animaux s'adaptent à nous. Hein. Contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire si on est dans un état de nervosité dû à une musique qui nous a excités et qu'on n'est pas très content, ou qu'on est plutôt dans parce qu'il y a des musiques qui introduisent vraiment de la bagarre. Moi, j'ai testé sur les animaux. C'est Et ça. les animaux se bagarraient beaucoup plus, Wow. quoi. Ils étaient même très très virulents entre eux. Il y avait toujours un effet de dominance. En fait, c'était surtout ça qui apparaissait, un besoin de dominer constant. Et ça s'est produit. J'allais beaucoup à l'époque parce que j'étais un grand observateur, j'observais beaucoup. Et je remarquais que les musiques, certaines musiques comment, je me rappelle plus de cette musique où il y a Schwarzenegger là qui fait de la boxe, je me rappelle plus de ce morceau-là, mais qui est très connu. Et ce morceau-là, à chaque fois, il y avait de la bagarre, quoi. Ah oui. Il y avait un bal à chaque fois, c'était bagarre, quoi. C'était à coup sûr, quoi. Et particulièrement, enfin, il y en avait plusieurs. Il y avait des musiques de variété très populaires, très souvent, très généralement, entraînent toujours de l'agressivité. Alors, avant agressivité, c'est un besoin de dominer, c'est un C'est ça. besoin de montrer sa force. Et chez l'animal, c'était pareil. Hein. C'est un besoin de dominer, montrer de commander les autres, de diriger les autres, de s'imposer devant les autres. C'était très clair. Toujours ce besoin de s'imposer, de s'imposer, de s'imposer. Et chez l'homme, donc, ça fait la même chose chez l'homme. Alors, bien souvent, quand il y avait des animaux comme ça qui étaient dans cette manipulation, j'essayais de mettre d'autres musiques pour voir comment ça se passait. Des musiques douces, des musiques agréables. Et là, bah, ça se calmait très très vite. Très très vite, ça se calmait. C'est Et ça. là, la dominance changeait. Et j'ai même fait des expériences avec des aliments qui ne consommaient pas. Et il y avait une musique qui était assez particulière. C'était je me souviens plus, c'était une musique baroque d'Handel. Handel, Ok. une musique de Handel. Je mettais souvent la musique d'Handel et je m'étais aperçu qu'en fait, il avait tendance à stimuler l'appétit. Je ne savais pas pourquoi, Ok. mais ça stimulait l'appétit. Et ce qu'après que j'ai découvert qui stimulait énormément certains acides aminés notamment. Handel et Bach aussi. Bach, ça marchait très bien pour tous les problèmes d'appétit, d'appétence. Ça marchait bien, Bach, très très bien. Extraordinaire. Donc, tu as fait ces expériences finalement dans un premier temps parce que toi, ça te mettait en joie cette musique, puis t'es rendu compte que ça avait un impact sur les animaux. C'est en 1999 que tu, à ce moment-là, fais la distinction entre différents types de musique avec la redécouverte d'un morceau de John Lennon dont tu parles dans un de tes articles en 432 Hertz. Alors, c'est quelque chose sur lequel je disais en début d'interview qui m'a déjà interpellé, mais
pour pouvoir un petit peu rapidement, hein, on ne va pas rentrer dans des détails trop physiques, mais c'est quoi finalement une fréquence et comment un La en 432 et un La en 440, petite parenthèse, j'ai tenté à plusieurs reprises de faire de la musique et je suis un très piètre musicien et donc pour moi c'est, je dirais, très très compliqué de comprendre un peu les nuances, mais pour ceux qui nous écoutent, 432 Hz pour un La, 440 Hz pour un La, ça correspond à quoi cette fréquence en Hz que tout le monde connaît, mais c'est peut-être difficile à définir. Oui, c'est assez défini. En fait, les hertz, la fréquence, c'est le battement par seconde. C'est-à-dire que ça conjugue un état vibratoire qui se conjugue avec l'invisible quelque part. Et c'est pour ça que chez les primates, chez les peuplades reculées, ils n'ont pas de La, ils n'ont pas d'accords musicaux, et ils vont tout de suite vers l'invisible. Les chamans partent, ils communiquent avec la nature d'une façon très profonde et très intense. Et quelque part, nous, on s'attache effectivement à des accords musicaux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais d'une façon générale, on peut dire que de toute façon, c'est vrai que le 432 correspond d'une façon générale, preuve à l'appui, que tout est accordé et tout est construit dans beaucoup de constructions qui sont restées encore debout aujourd'hui, ont des bases basées sur 432. Il y a plein de choses qui est basées sur 432. Nous, on a un cœur qui bat à 72 pulsations minutes, qui est un sixième de 432. Enfin, dans le calendrier maya, c'est 7200 jours. Enfin, il y a vraiment plein de. Et quand on accorde à 432, ça je le dis dans ma conférence de TEDx, mais la particularité, c'est que les agriculteurs, eux, même ceux qui font du potager, disent on va retourner la terre pour aérer le sol. Il faut que le sol respire, qu'il puisse respirer. Il faut lui donner de l'oxygène quelque part. Et quand on accorde à 432, le sol, la note sol, correspond à 384 Hertz, qui est la fréquence, c'est la fréquence de l'oxygène. C'est ça. Et justement, quand on parle de la fréquence de l'oxygène ou la fréquence d'un organe, parce que tu en parles aussi, hein, et je mettrai un maximum de références dans la description de cette interview pour ne pas justement revenir sur des choses que tu as déjà dites. Mais donc 432 Hertz pour le La dans, je dirais, la musique qui a un impact positif par rapport à aujourd'hui des musiques qui sont en 440 Hz, donc ça c'est la fréquence. Mais ce que tu dis à l'instant, c'est que au-delà de la fréquence, mais dis-moi si je me trompe, on retrouve au niveau de la nature et des constructions humaines des chiffres qui sont des multiples ou des submultiples de 432. Est-ce que par là, ça veut dire que les pyramides dont tu parles ou le calendrier maya vibrent aussi, ou est-ce que c'est deux choses différentes? C'est-à-dire que 432 Hertz, ça correspond à la fréquence de la Terre. D'accord ? Quand je dis 432 Hertz, à la fréquence d'accord de résonance. C'est-à-dire que ce qui est totalement différent de la résonance Schumann. Il ne faut pas confondre avec la résonance Schumann, c'est encore autre chose. Mais si vous voulez, la résonance, on pourrait dire chantante de la Terre. C'est la résonance qui amène la vivance de la Terre. Si vous voulez, quand vous êtes dans la nature, vous allez même percevoir, il y a plein de fréquences dans la nature. Il y a énormément de fréquences, de toutes sortes. Alors, il n'y a pas d'accord musical parce que je pense qu'on pourrait parler aussi du fameux solfège sacré dont je parle dans mon livre, mais ça c'est encore autre chose. Mais il y a plein de fréquences. Mais là encore, je dirais, si j'avais un conseil à donner à qui que ce soit, je dirais, écoutez-vous. On est des vrais petits laboratoires, il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous. On était dans une époque où on avait un problème, on allait voir le médecin, on avait un problème avec le voisin, on allait voir l'avocat. Aujourd'hui, il faut vraiment retrouver ce pouvoir intérieur, cette souveraineté intérieure pour retrouver ce que nous sommes vraiment, parce que c'est à l'intérieur que nous avons tout. Et le 432, on l'a à l'intérieur de nous. C'est sûr que le 432 Hz sur un corps humain, au niveau des cellules, ça ne fait pas du tout la même chose.
ça n'a pas du tout la même résonance au niveau des cellules. L'activité cellulaire n'étant pas du tout la même en 440, en 432. On sait qu'il y a beaucoup plus d'agression en 440. Ça, il y a des recherches de fait dans les métros de Londres notamment, où on voit très très clairement. C'est ça. Plus d'agressivité, mais chez nous c'est la même chose. Mettez du 432 tous les jours, c'est clair que ça paraît plus doux. Vous mettez une sonnerie, moi j'ai mis juste une sonnerie portable en 432, c'est plus doux. C'est à peine distinct, on le voit à peine, mais c'est plus doux. C'est plus doux. Et vous savez que 99% de ce qui existe réside dans l'invisible, donc ça ne laisse pas beaucoup de place au visible. Donc c'est à nous aussi d'aller à l'intérieur pour trouver ce qui est bon pour nous. Et vraiment, je dis régulièrement, tous les jours, j'ai des mails pour me demander conseil de ce qu'il faut écouter, mais écoutez-vous, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous. D'où l'expression, ça me fait vibrer d'ailleurs. On a cette expression, il y a quelque chose qui me fait vibrer et on ne sait pas l'expliquer. Mais du coup, mais on se fait arriver, alors il faut bien retenir ça pour tout le monde qui nous écoute, on ne se fait pas arriver dans la vie ce qu'on souhaite, ce que l'on désire, ou ce qu'on veut, ou ce qu'on entend, ou ce que l'on aimerait. On se fait arriver ce qu'on vibre. C'est ce que vous vibrez intérieurement qui va vous faire arriver. Si vous vibrez le manque et vous voulez de l'argent, vous n'aurez jamais d'argent. Je prends un exemple, hein. Mais c'est vraiment ça. Si vous voulez vibrer de la bonne musique et vous en écoutez intérieurement en pensant que c'est toujours de la mauvaise musique qu'on écoute, tout à fait. Et c'est vrai que je vais essayer de revenir sur la base de ton travail, mais c'est vrai que on l'a ressenti effectivement durant la pandémie, qu'on pouvait ressentir finalement un stress global. On pouvait sortir dans la rue et sentir que les gens n'étaient pas bien. Et là, c'est une expérience à ciel ouvert finalement, hein, et c'est très bien relaté dans un livre de Nicolas Christakis, qui explique que nous sommes connectés l'un à l'autre et qu'il y a une certaine vibration sociale et qu'on a un impact sur les amis des amis de nos amis. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, on vibre selon ce que l'on va ressentir. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que les choses vont aussi vibrer en nous et avoir une certaine résonance, une certaine harmonie, et que une musique accordée en 432, parce que je ne m'adresse pas spécialement à des musiciens dans ma communauté. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu clarifier cette notion de fréquence. Tu parles de fréquence donc, au niveau de la musique, mais la Terre, c'est une fréquence qui est lumineuse, qui est électromagnétique, qui est sonore. C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Comme nous aussi, à ce moment-là. Oui. Nous sommes des êtres électromagnétiques. On a une énergie magnétique et une énergie électrique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je conseille à tous les gens, et d'ailleurs au Canada, il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a plus de 50 études qui ont été faites, que j'ai suivies de près, sur justement cet électromagnétisme. Aujourd'hui, on est coupé de cette résonance magnétique du sol, et je conseille à tous les individus de marcher au moins 10 minutes à un quart d'heure par jour, nu-pieds sur le sol. Tout à fait. Ça, c'est fondamental. Et on se connecte avec cette résonance magnétique qui elle-même se connecte avec notre énergie magnétique et électromagnétique. Et donc, du coup, et un indice très simple, si les gens touchent quelque chose en se déplaçant de leur voiture qui se prennent du courant, il y a trop d'énergie électrique en eux, il faut absolument se décharger. Une batterie a besoin du plus et du moins pour fonctionner. Ben nous, c'est pareil. On a besoin de ces deux énergies. On a besoin du mal et du bien, on a besoin du yin et du yang, du chaud, du froid, etc. C'est comme ça que circule l'énergie. Et si on a trop d'énergie électrique, eh bien, il y a des états inflammatoires qui se créent, problèmes cardiovasculaires, cancer et tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, les études canadiennes sont très bien là-dessus. Tout à fait. J'en vais le voir. Et c'est une excellente transition justement avec ma question suivante, parce que justement en 2017, tu participes au TEDx de Strasbourg qui s'intitule « On ne vous demande pas d'y croire ». Et non, ça c'est autre chose, ça c'est encore une autre. C'est pas grave, ça n'a pas la peine. Cette expression, en tout cas, cette citation était intéressante. Et je mettrai les différents liens dans les descriptifs, mais je me faisais la réflexion en préparant cette interview, Michel, si j'étais transporté dans le passé avec mon smartphone il y a 200, 300 ans, on me prendrait sans doute pour un sorcier parce que j'aurais une espèce de petite boîte en métal qui me donne de la musique, qui me donne des images. Mais aujourd'hui, la jeune génération trouve ça tout à fait normal d'avoir un smartphone et de se retrouver n'importe où à pouvoir capter finalement une quantité incroyable d'informations. Mais en même temps,
malgré cela, malgré le fait qu'on ne se pose pas la question de savoir comment ça fonctionne finalement, d'avoir dans son smartphone musique, vidéo et autres, on a quand même un peu du mal à comprendre l'impact justement de ce que tu viens de dire, que la musique peut avoir un impact sur notre comportement. On a des études dont tu parles dans le métro de Newcastle qui montrent que la musique avait diminué de 50% le taux d'agressivité, mais si on fait des recherches, ça reste une pseudoscience. Alors, ma question, c'était, tiens, pourquoi selon toi est-ce si difficile pour un être humain moderne d'accepter d'avoir un smartphone qui lui envoie des messages, alors que c'est difficile de comprendre justement que marcher pieds nus dans la terre, c'est important, que la musique peut avoir un impact positif et négatif. Et quelle est, selon ton expertise, ton expérience au fur et à mesure des années, les résistances que tu as eues face à ton travail? Comment tu vois ça de ton côté? Ah bah, moi, tu sais, je me suis heurté, j'en ai très peu parlé, même à l'époque dans ma famille, j'en parlais très très peu parce que c'était un peu pas très bien, je dirais, vu. J'évitais d'en parler et j'en ai très très peu parlé. Il a fallu que j'avais répertorié tout ce que j'avais fait comme expérience. Et c'est un jour un copain qui me dit, il faudrait que tu en parles de tout ça, il faut pas que tu gardes ça pour toi. Et aujourd'hui, on est arrivé dans ce nouveau paradigme qui fait qu'on peut commencer à en parler. Mais vous savez, la santé des gens n'intéresse pas grand monde. La maladie intéresse peut-être beaucoup de monde. Et une société qui va bien n'intéresse pas grand monde parce qu'une société qui va bien va moins consommer, va moins compenser, va moins aller dans des magasins pour essayer de se changer les idées, tout ce qu'on veut. Elle va toujours essayer de consommer. Donc, on est encore dans une société qui a besoin de consommer, la croissance, etc. Donc, on n'a pas intérêt de trop aujourd'hui, et ça va à feu doux, de trop divulguer que quelque part la musique elle fait du bien, quoi. Pythagore avait commencé, vous savez, moi j'ai fait beaucoup d'essais sur les pyramides, beaucoup de recherches, j'ai construit beaucoup de pyramides, et les pyramides ont un bienfait fou, et pourtant c'est pas connu, et Pythagore en parlait déjà à l'époque. Pythagore, il y a eu un chercheur qui était le docteur Adel, qui lui avait découvert que finalement les sarcophages qu'il y avait dans les chambres n'étaient pas d'autre chose que de s'allonger dedans pour rétablir ces fréquences en correspondance avec l'individu. Il y avait des chambres différentes où il y avait des fréquences différentes. Les formes des chambres étaient faites de façon à rétablir les fréquences. Donc Pythagore à l'époque utilisait déjà beaucoup ça, et avec les harmoniques qui rééquilibraient le corps humain. Aujourd'hui, ça commence à émerger, mais on n'a toujours pas intérêt. Il faut mieux. Il y a une industrie qui gère ce monde, qui est une industrie pharmaceutique qui gère bien ce monde, et les gens, ça leur correspond, puisque aujourd'hui, la majeure partie des gens veulent juste que ça continue comme avant, et veulent pas autre chose. Et un petit médicament, c'est pratique. On n'est pas bien, on va voir le médecin, il nous prescrit, et on rentre à la maison et on dit à son chéri, ouais, tu vois, je suis malade, il m'a donné des médicaments. Donc, on a un gros problème à se trouver cet amour intérieur, hein. Ça, c'est au niveau de la gestion de cette société, mais au niveau de l'individu, et c'est vrai que tu faisais la remarque en début d'interview, tu as de plus en plus de demandes en termes d'interview, donc ça, c'est très positif. Donc, est-ce que tu as vu ces dernières années un regain d'intérêt par rapport à ton travail, par rapport à la curiosité des gens? Oui. Très nettement. Ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, on a changé de paradigme. On est sorti sur le cycle de précession qui dure 25 920 ans. On est sorti depuis 1987. J'ai d'ailleurs fait un schéma que j'aurais pu t'envoyer. Depuis 1987, on est sorti des 10 800 ans, on pourrait dire, d'années obscures. On est parti là jusqu'en 4147. D'années florissantes. Donc là, on est au tout début. Mais il y a une inertie de l'ancien paradigme, et il faut, pour que ça change, eh bien, c'est ce que tu fais comme boulot, c'est ce que je fais, c'est ce que plein de gens comme nous qui sont des éveilleurs de conscience. Et il y a de la demande, puisque tu n'auras pas d'audition comme tu as aujourd'hui, comme nous avons tous. Mais en fait, c'est parce qu'il y a une demande. Le paradigme étant là très clairement, il s'implante tout doucement, un petit peu comme une graine qu'on a plantée. Elle pousse, mais elle met un certain temps. Bien sûr. Et tout ce qui correspond plus
plus à la vibration sera nettoyé comme une mauvaise herbe. Voilà, c'est tout simplement ça. La terre ne fait que donner, elle ne fait que donner. L'amour, c'est le don. Nous, on fait que quoi? Que prendre. Prendre, puiser, puiser, puiser sans se poser d'autres questions. Donc, inévitablement, à un moment donné, et c'est normal qu'un enfant qui ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait, on passe au stade supérieur. Eh bien, nous, l'humanité, on va être confronté de plus en plus à nous-mêmes avec des périodes forcément inconfortables puisqu'on ne comprend pas comme un enfant. On est dans une vie, on a une vie d'opulence, on est gavé d'opulence et on n'a plus aucune reconnaissance. Donc, c'est normal que ça se rééquilibre tout ça. C'est logique, c'est parfait. Tout est à sa place, au bon endroit, au bon moment. Et c'est extraordinaire. Vous savez, en Inde, on dit vous pouvez passer toute une vie à prier Dieu, toute une vie à chanter des mantras, à posséder des biens, avoir une famille, des enfants, être richissime, toute une vie à travailler pour le bien commun, avoir des idées, des opinions, être religieux, chanter des mantras, à prier Dieu. Tout cela en vain si vous ne réalisez pas votre soi. Donc voilà. Chez nous, dans la religion catholique, c'était dit différemment. Lorsque Jésus lance le filet et prend plein de poissons, et le pêcheur lui dit, nous aurions pu les manger. Jésus rejette tous les petits. Et pourquoi tu les rejettes? Nous aurions pu les manger. Il dit, je rejette les petits car ils symbolisent la connaissance et le savoir terrestre et n'ont que peu d'importance. Je garde le gros, le plus beau, car il symbolise la connaissance de soi, la connaissance de l'être et de toute importance. Donc, vous voyez, c'était dit différemment, mais ça voulait dire la même chose. Ça a été écrit dans des endroits différents. Dans le Coran, c'est encore dit différemment, chez les Mayas aussi. Donc ça a été écrit dans des endroits différents, par des personnes différentes, dans des cultures différentes, à des époques différentes, dans des continents différents. Et elles disent tous la même chose. Il y a donc bien une vérité. Et cette vérité, elle est intérieure, de trouver qui nous sommes, de trouver notre réelle vibration. Et pour trouver notre réelle vibration, c'est de s'écouter intérieurement et de trouver cette bain sonore. Et le meilleur bain sonore qu'on puisse faire chaque jour, c'est la nature. C'est vraiment le meilleur bain. Ça vaut toutes les musiques du monde. Qu'est-ce qui fait que la nature se réveille au printemps? Ce sont les oiseaux qui permettent que les bourgeons naissent. Sans mélodie, on met une plante dans une cave dans le noir, sans lumière et sans mélodie, la plante ne pousse pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a des énergies de la lumière et nous on a besoin de se réveiller. Alors comment se réveiller? Qu'est-ce qu'ils font en Inde chez les enfants à partir de 3 ans? Ils leur apprennent à respirer et ensuite quand ils respirent correctement, ce qu'ils appellent eux correctement, en conscience, on leur apprend à respirer avec la lumière. Mais nous, ces choses-là, on n'a jamais appris. Et on leur apprend à être dans la nature, à écouter le silence de la nature, parce que le silence, il est très très dense, le silence. Moi, j'y étais ce matin, je pleurais beaucoup parce qu'il y avait beaucoup d'énergie que je ressentais énormément, il y en a tous les jours. Mais ce matin, c'était sans doute, il y avait plus de silence que d'habitude. Et dans le silence, il y a un amour et des fréquences extrêmement, extrêmement puissantes, extrêmement pénétrantes, quand on sait être à l'écoute, bien évidemment. C'est toujours être à l'écoute de soi. À l'écoute de soi, ce qui est vraiment un élément qui nous rapproche, parce que c'est ce que je fais beaucoup dans mon travail au quotidien, que ce soit en formation, en consultation, ou en tout cas à travers ces podcasts, pour pouvoir justement permettre aux gens de comprendre toutes les possibilités qu'ils ont pour, dans ce cas-ci, s'harmoniser, ou en tout cas trouver un équilibre, une sérénité, et comme tu l'as très très bien dit, se réaliser, ou en tout cas pouvoir être sur son chemin, on peut l'expliquer ou le décrire un peu comme on veut. Et en même temps, là où je te rejoins énormément aussi, c'est l'époque extraordinaire. Tu dis que tout arrive, je dirais, parfaitement, mais aujourd'hui, on a l'occasion, toi tu es en France, je suis au Canada, de pouvoir échanger sur un sujet à travers les réseaux sociaux qui nous donnent énormément d'informations disponibles gratuitement. Il faut effectivement pouvoir faire le tri. Et en parallèle, on a la science qui nous aide à comprendre tout cela, parce que pour certaines personnes, parler de cette géométrie sacrée, de ces mathématiques appliquées, c'est peut-être un peu curieux, mais c'est basé de plus en plus sur des études. En préparant justement l'interview, je tombais sur une étude de 2020 qui expliquait l'impact de la musique 432 chez le dentiste, et on voyait le taux de cortisol diminuer chez les personnes qui écoutaient du 432 par rapport au 440. Mais c'est extraordinaire de pouvoir se dire, ben voilà, on a des enfants, ils doivent aller chez le dentiste, ils sont stressés, on met un peu de musique, ça va se faire de manière beaucoup plus paisible, et il n'y a pas d'investissement important à faire.
et on peut faire ça au quotidien, et c'est ce que tu nous expliques dans beaucoup de tes vidéos. Et donc, j'aimerais justement parler de ce travail central de la musique. 432, donc c'est une fréquence qui est plus harmonieuse pour la nature. Plus douce. Plus douce, oui. Tu vois que mon vocabulaire de la musique est un peu aléatoire, c'est bien que tu me corriges. Et du coup, tu me parles, tu nous parles dans différentes vidéos de la musique de Mozart, par exemple. Et j'ai une première question par rapport à cela. La personne qui va être énervée par Mozart, selon toi, pourtant, c'est une musique qui devrait amener, je dirais, un apaisement. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une résistance par rapport à la personne parce que tout le monde ne va pas spécialement aimer la musique classique, mais on sait que d'un point de vue, je dirais, scientifique, la musique de Mozart peut avoir un impact sur le cortisol. Ça, on l'a déjà observé. Et comment peut-on expliquer alors qu'une personne soit résistante à quelque chose qui devrait lui faire du bien? Est-ce que tu as une hypothèse que tu as déjà pensée? Oui, évidemment. Nous sommes tous complètement et très différents. Et selon les vibrations, on a tous, je dirais, quelque part des fréquences qui ne sont pas similaires aux autres. On a une généralité qui s'approche, mais on est très différents les uns des autres. C'est-à-dire moi j'ai des gens qui vont me dire, par exemple, que le canon de Pachelbel, ils ne supportent pas. C'est ça. S'ils ne supportent pas, c'est qu'il ne faut pas insister, c'est que ça ne correspond pas à leur fréquence. Il ne faut pas insister du tout. Moi, j'ai une fréquence qui correspondait, que j'ai utilisée sur des bovins, qui était comment dirais-je, c'était le 5e requiem de Mozart, si je me souviens bien. Et donc, je m'étais aperçu que en l'utilisant, sur certains animaux, ils étaient beaucoup plus en recherche de l'homme, et d'autres, quand ils étaient en recherche certains en tout cas, quand ils étaient en recherche aussi, mais ça se traduisait par de l'agressivité systématiquement. Il fallait qu'ils soient agressifs, il fallait qu'ils tapent, qu'ils cognent, qu'ils gesticulent envers les autres, il fallait qu'ils soient pas sympas. Donc ça réagit pas toujours pareil selon les musiques qu'on fait écouter ou qu'on écoute. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que la musique, elle est harmonieuse pour chacun, elle inoptise pour chacun, elle libère de l'endorphine pour chacun, mais pas au même stade. Tout ça dépend du nombre d'acides aminés que vous avez à l'intérieur, du nombre de molécules que vous avez dans certains domaines. L'attention à la douleur peut marcher très très bien avec un basse sonore, avec une musique, et faire disparaître la douleur. Chez d'autres, elle va rien faire du tout. Donc, faut savoir que la musique, le cerveau, lui, il fonctionne. Il y a un afflux. On sait qu'il y a un afflux de dopamine, qui est donc l'hormone du plaisir, et de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, qui afflue généralement avec certaines musiques, mais pas pour tous. C'est ça. C'est pas général. Et donc, elle peut effrayer, elle peut endormir, elle peut calmer, elle peut faire danser, elle peut faire des tas de choses. De toute façon, la musique, généralement, elle est le langage de l'âme. Mais c'est général, c'est pas pour tout le monde. Donc, il peut y avoir des modifications psychologiques, expressives et mentales qui peuvent être différentes des uns des autres. Ok, donc si je comprends bien, il y a la base qui est commune à chacun par rapport aux fréquences, mais on peut avoir des différences individuelles qui ne soient pas en lien avec un déséquilibre quelconque. Parce que si je fais un parallèle avec mon métier, en tant que nutritionniste, j'utilise beaucoup la physionutrition et la typologie métabolique. Donc ça veut dire que oui, on a des bases alimentaires qui sont communes pour tout le monde, mais certains seront en bonne santé avec un régime végétarien et d'autres le seront moins. Donc, c'est la même chose avec la fréquence, alors? C'est pareil. Okay. Ça dépend du groupe sanguin, ça dépend des quantités de choses. Et je répète encore une fois, nous sommes des vrais petits laboratoires. Écoutez-vous. C'est ça. Et faites appel à votre ressenti. Si ça vous fait vibrer intérieurement, si vous sentez quelque chose qui vous libère, qui vous fait du bien intérieurement, que vous vous sentez bien apaisé, serein, calme et heureux, continuez, n'arrêtez pas. Et du coup, justement, il y a des personnes comme ça qui se calment avec du hard rock, par exemple. Est-ce que ça, c'est positif pour eux, ils devraient continuer, ou est-ce que cette musique qui va les apaiser, mais qui derrière est plus agressive, entretient finalement un peu comme l'alcoolique qui va se sentir bien avec plus d'alcool?
est-ce que je m'égare là ou est-ce que... Non, non, non. D'une façon générale, on va plus facilement abaisser d'une façon générale, mais là encore c'est très général. Les sons répétitifs sur 2 ou 3 tons vont plus facilement faire baisser le taux vibratoire. Ça c'est clair. Les musiques de dépendance, c'est-à-dire quand on sonne dépendant de cette musique, qu'on a tout le temps envie de l'écouter, tout le temps, et qu'on en devient dépendant. Alors, ça peut être deux choses. Soit on a quelque chose à combler, soit effectivement on en devient dépendant parce que ça nous stimule l'envie de fumer, l'envie de boire, l'envie de faire l'amour, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Et là, effectivement, ça peut ne pas être très bénéfique. Effectivement, ça peut même entraîner des symptômes physiques et psychiques. De toute façon, les musiques de hard rock et les musiques sur 2 ou 3 tons qu'on trouve dans les rave parties, ça stimule très souvent la dépendance d'alcool ou de drogue. C'est pour ça d'ailleurs qu'il circule beaucoup de drogue et d'alcool dans ces endroits-là. C'est pas ça. par hasard. Je reviens sur ce que tu dis. Ça veut dire que tu pourrais avoir une période durant laquelle tu vas écouter un même morceau pendant des semaines et puis à un moment, tu sens que tu n'en as plus besoin. Et ça veut dire que ça a été un audiocament, hein, ça a été un automédicament. Ok, c'est fabuleux. Et ma question suivante, mais là encore, s'écouter, c'est très important de s'écouter. Il ne faut pas écouter parce qu'on vous a dit d'écouter. C'est ça. C'est important, hein. Moi, je n'ai pas de science infuse et je dirais surtout pas ça. C'est à vous de vous écouter. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Faire des tests. Et toi, toi, tu enseignes quelque chose, c'est pour que les gens se prennent en main. Exactement. Donc, c'est valable. Moi, je fais la même chose. Je donne des conseils, mais ce ne sont que des conseils. Et en aucun cas, ça remplace une automédication faite par un médecin. En aucun cas. C'est juste un conseil. Voilà, vous faites un conseil et une expérimentation. Et du coup, est-ce qu'en termes de dosage, c'est aussi de l'expérience? Il n'y a pas de... Voilà, tu parles de 2 heures par jour pour, je ne sais plus, les carottes, je pense, que tu avais fait pousser avec différents musiques. Est-ce que 2 heures, c'est un dosage minimum ou là aussi, c'est vraiment aléatoire d'une personne à l'autre? Alors, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que le triple de 3, d'une façon générale, 3, 6, 9, 12, toujours le triple de 3, fonctionne bien et marche mieux et donne de meilleurs résultats, c'est clair. Et une prière, n'importe quoi, toute chose que vous faites, essayez toujours de le faire par 3. Toutes les planètes ne sont pas comme ça, mais la particularité de la planète Terre, c'est qu'une planète trinitaire, elle fonctionne par cette trilogie toujours de 3 qui fonctionne mieux. Et moi, j'ai fait des expériences sur des individus qui étaient par exemple très en colère. On se mettait 3 dans la pièce d'à côté et en quelques minutes, on le calmait. Ou inversement, si vous avez des enfants qui passent, je sais pas, un diplôme ou quelque chose, ou qui se fait opérer d'une maladie grave, pratiquer un rituel, c'est le pouvoir de l'intention. Vous l'amenez vous passer en même temps à 3 personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le même endroit. Vous pouvez être même à 1000 km les uns des autres. L'essentiel, c'est que vous le faites, le rituel, vous ayez la même fréquence, au même moment, et que vous le dites en même temps. Et vous l'envoyez à la personne. Quand ça émane de votre cœur, je peux vous dire, vous le mettez mentalement, et ensuite dans votre cœur, et là, vous avez une puissance électromagnétique. Il faut savoir que quand on a un message qui émane en énergie électrique, il est 1000 fois plus puissant. En énergie magnétique, il est 5000 fois plus puissant. Donc, si vous l'amenez du cœur, il est 5000 fois plus puissant. Donc, amenez-le du cœur, quoi, et vous aurez une puissance colossale. Ce qui m'entraîne vers la question suivante que j'avais pris note avant notre rencontre, Michel, c'est si tu as quelqu'un qui a une émotion négative et quand en parallèle, tu as une musique, justement, qui en général lui fait du bien. À quel point, parce que tu en parles dans certains de tes articles, que l'émotion, fatalement, va avoir une fréquence aussi, et des fréquences beaucoup plus basses et des fréquences beaucoup plus élevées. Tu parles souvent de la joie, qui est une des émotions la plus élevée ou la plus élevée, je ne sais plus. Mais à quel point l'émotion peut aller en résistance face à la nature, par exemple, ou face à une belle musique. Est-ce que tu as comme ça, comment je pourrais exprimer cette question, si quelqu'un est très en colère, est-ce que passer 5 minutes en nature va être suffisant, ou est-ce qu'il y a comme ça des espèces d'échelles pour pouvoir agir sur ces émotions?
Par exemple, si je me sens bien mal aujourd'hui, je suis persuadé que la nature peut me faire du bien, je vais marcher 10 minutes et ça ne me fait rien. Non, ben, dans ces cas-là, ce que je conseille, moi, enfin, là encore, ça dépend de chacun, mais ce que je conseille, c'est dans un premier temps, si on ne peut pas sortir, qu'on est en ville, qu'on ne peut pas aller dans la nature, bah, essayer d'écouter le canon de Pachelbel. Si ça fonctionne pas, essayez juste de prendre, et là encore, tout le monde ne le fait pas, mais on augmente notre système immunitaire de façon conséquente. Si vous prenez une bonne douche froide et vous verrez que bah, finalement, là, il y a des choses qui peuvent vous réveiller et vous apparaître quand vous prenez une bonne douche froide. Si vous n'arrivez pas à lâcher le mental, là, la douche froide peut vous aider. Ou vous allez au grand air, prendre du vent, parce que pour se purifier, en fait, pour purifier tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental, il y a plusieurs choses. Il y a soit le matin, quand vous vous levez, il faut d'abord tous les jours, si vous pouvez, faire une douche. Alors, pas forcément pour vous laver, mais enfin, bien que c'est nécessaire quand il fait chaud, mais surtout pour laver le corps éthérique. Parce qu'il y a plein de mémoires, on capte plein de mémoires, plein d'informations, que ce soit musical, parole, etc. Tout est vibration, tout est résonance. On est tous interconnectés, interreliés, donc on prend plein d'informations. Donc, se Tout à fait. nettoyer le corps éthérique est fondamental. Si on ne peut pas prendre une douche ou si on n'a pas le temps, aller au grand air, au vent, de préférence pas trop habillé pour que vous vraiment vous nettoyez, vous purifiez. Et si vous pouvez toujours pas aller au vent, bah en Inde ils marchent sur le feu, mais nous on le fait pas chez nous parce que c'est encore une pratique particulière Ouais, où ils se roulent dans la terre avec et pour se purifier. Donc tout ça, ce sont des méthodes pour s'auto-nettoyer. Le corps éthérique est très important. Je dirais que le corps éthérique est même plus important que le corps physique à nettoyer. Bon, personnellement, c'est ce que j'ai pu remarquer, puisqu'on peut être 2, 3 jours sans se nettoyer le corps physique, on aura peut-être un peu d'odeur, mais si on ne s'est pas purifié à l'air ou quelque chose, qu'on est resté enfermé, qu'on ne s'est pas nettoyé, qu'on ne s'est pas nettoyé le corps éthérique, eh bien, on a une charge émotionnelle qui sera forcément beaucoup plus importante. tout Cette à fait. charge émotionnelle, il faut vraiment le. Alors, moi, parce que je fais plein d'expériences. Là, j'ai mis au point un petit spray, qui est un petit spray qu'on vaporise comme ça dans la main et qu'on respire. C'est un tas d'huile essentielle. J'ai rencontré un chercheur allemand, un docteur allemand qui avait commencé à mettre ça au point. Et moi, j'en ai rapporté quelques perfections. Et donc, il y a une dizaine d'huiles essentielles dedans, un mélange en fait. Et c'est vrai que ça calme le mental. C'est ça. Ça équilibre les hémisphères du cerveau. Et si le mental est toujours calme, je conseille de pratiquer la respiration alternée Oui, du cerveau pour équilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de façon à calmer le mental et décharger émotionnellement. Parce que s'il y a une activité cérébrale trop importante du cerveau droit, en général quand on est dans l'émotionnel, il faut ramener la respiration un peu plus dans le cerveau gauche. Donc équilibrer les respirations va permettre de calmer le mental. Si on est encore énervé, on essaye de se concentrer, ne serait-ce que quelques secondes, hein, sur sa respiration, uniquement sur sa respiration, faire appel à ses respirations. Et puis si on n'y arrive toujours pas, on peut faire ce geste-là, juste là, en marchant, pour calmer le mental. c'est ça. Voilà. Et Donc donc, c'est des petites techniques. C'est des c'est petites ça. techniques. Toutes ces techniques, finalement, si je comprends bien, Michel, ce sont des outils que chaque personne devrait essayer pour trouver justement ce qui fonctionne le mieux. Et peut-être que certaines personnes seront plus réceptives au silence de la nature qu'au canon de Pachelbel. C'est ça? Complètement. Ok. Complètement. 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 Mais vous savez, très souvent, quand il y a des douleurs, des problèmes émotionnels, les gens, d'ailleurs, d'une façon générale, l'individu lambda, ils vont dire, oh, je vais aller me changer d'idée. Donc, ils vont faire des magasins, mais ça résout rien. Parce qu'il n'y a Non. pas il y a pas intérieurement, il n'y a pas de prise en main. La seule prise en main, c'est d'aller compenser. Et on ne peut pas compenser. Il faut qu'on aille vers l'intérieur enfin, on peut le faire, mais ça ne va pas résoudre le problème. L'essentiel, c'est d'aller vers cette tête intérieure en se concentrant et en amenant du silence. Chercher, en fait, le mental, il est comme toute chose, il a besoin de paix et de calme. Repos, Donc, oui. il suffit juste d'être à son écoute, mais de ne pas faire résistance. En fait, si vous voulez vraiment, des individus qui veulent vraiment avancer très très vite, c'est d'accueillir, juste accueillir ce qui vient. Tout ce qui vient et ne pas faire obstacle à tous les événements. Le monde n'est qu'une illusion totale de tout ce qui se passe autour de nous. Il faut arrêter tout ça, c'est du cinéma, c'est une grande pièce de théâtre. Alors on peut être acteur de cette pièce de théâtre, on peut simplement être observateur. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser aller, mais ne plus être partie prenante. Parce que si on est acteur, ben on va souffrir. Hein.
on va être mis à mal forcément, puisque cette société nous donne à manger tous les jours par la peur. Vous savez, on utilise principalement deux émotions, l'amour et la peur. Si on n'est pas dans l'amour, on est dans la peur. Et la peur est utile. Elle conduit, comme le négatif est un catalyseur évolutionnaire, il conduit à l'objectivation de la conscience. Donc, quelque part, le négatif est nécessaire, il nous aide à voir ce qui est positif, comme la lumière est nécessaire à l'ombre, etc. Et tout a sa raison d'être, tout est à sa place au bon endroit au bon moment. Et de comprendre que le monde dans lequel on vit, c'est nous qui l'avons créé, nous sommes tous complètement et entièrement responsables de ce que nous vivons. Mais on peut, je dirais quelque part, ne plus être impacté si on est vraiment constamment pris dans cette conscience intime, profonde, que nous sommes juste une conscience. Alors, c'est vrai que dans le monde relatif, c'est vrai, tout existe, mais dans le monde de l'absolu, tout ça, ça n'existe pas. Or, le but ultime de cette vie, c'est une vie d'expérience où la conscience est venue pour se révéler à elle-même, pour comprendre qui nous sommes. Parce que nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est vers là qu'il faut qu'on aille, pour savoir qui nous sommes. Et quand nous découvrons qui nous sommes des vrais petits dieux, nous sommes des êtres qui pouvons guérir, qui pouvons nous guérir, qui pouvons nous rajeunir, on peut faire des quantités de choses, on a un pouvoir extraordinaire, mais méconnu, tout simplement. Méconnu, qui est de plus en plus, justement, grâce, comme tu le disais, hein, à notre travail à chacun et au fait que toutes ces informations soient très facilement disponibles. Hein. Quand j'ai commencé ma carrière en 2000, on n'avait pas accès à Internet, on n'avait pas accès aussi facilement à toute cette information. Donc là, aujourd'hui, finalement, on a l'occasion, par ces interviews ou par d'autres recherches, l'occasion de découvrir toutes ces possibilités. Et comme tu l'expliques très bien, c'est un peu s'extraire du métro boulot dodo et du fait d'être dans l'émotion et de pouvoir vite et d'être dans la survie, d'un peu s'élever et d'observer un peu ce qui se passe, de l'expérimenter pour pouvoir justement être, je dirais plutôt, comme tu l'as dit, d'abord observateur, puis reprendre possession finalement de sa vie, ne plus être finalement happé par ce que la société ou ce que la famille ou la culture nous tente de nous pousser à faire, mais de retrouver justement sa propre voie et de se dire, ok, là, voilà ce que j'ai appris dans ma vie, voilà ce que je peux changer pour pouvoir prendre du recul et devenir acteur finalement de ma propre vie. Mais c'est ça en fait. Et le problème, c'est quand nous étions enfants, on dit que la joie est la nourriture préférée de la terre et que le jeu est la nourriture préférée de Dieu. Le problème, c'est que depuis quand nous étions enfants, on était toujours dans le jeu, toujours dans la joie. Et un enfant a un état extatique jusqu'à l'âge de 3 à 4 mois, toutes les 10 secondes, et nous, c'est 2 fois par an. Donc, le problème, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est un problème d'ailleurs, mais cette société nous a conduits vers principalement deux intelligences. L'intelligence du mental, qui a été très tôt développée. Dès la jeune enfant, on a dit il faut que tu apprennes ta poésie, sinon tu feras rien dans ta vie. Il faut que tu aies un métier. Donc ça nous a mis dans une pression où ça nous a éduqués. On nous a mis un premier, un dernier. On s'est dit oh là là, faut pas que si je suis le dernier, mes parents vont moins m'aimer. Donc ça nous a quelque part élevé à la peur, insidieusement, la peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, etc. On arrive dans le monde de l'entreprise, ça continue, la performance, les chiffres, etc. Donc toute notre vie, on est quelque part sous pression. Et donc, on nous a développé très tôt l'intelligence du mental. Il fallait toujours apprendre. Or, l'intelligence du mental est utile. Mais le problème du mental, c'est qu'il conceptualise, il interprète, il catégorise, il ressasse, il sollicite majoritairement la mémoire du passé et du futur et il se sert de son ego. Et il a besoin de dualité pour exister. Très souvent, le mental, c'est ça. L'intelligence intellectuelle, elle a besoin de comprendre, d'analyse, de référence, de comparaison, de concret, de reconnaissance, de cartésianisme, de culture, de séparation pour exister. Elle est aussi quelque part dans la dualité. Or, on doit développer vraiment dans ce nouveau paradigme, si on ne développe pas cette intelligence qui est l'intelligence du cœur, on ne va pas être bien du tout, puisque le monde le monde ancien est en train de s'écouler. Toutes nos bases, que ce soit médical, que ce soit éducatif, que ce soit culturel, tout ça est en train de s'écrouler, tout doucement. Mais très clairement.
Ouais. J'ai pas décrit l'intelligence du cœur, mais l'intelligence du cœur, c'est comprendre que tout doit être hautement respecté et que tout est sacré. Cette intelligence-là, elle prend totalement sa vie en main. Elle prend sa vie en main. Cette intelligence-là a la capacité de s'émerveiller et de remercier tout ce qui lui arrive. Je dis bien tout. Hein, elle produit en général, dans une absence de jugement, elle a une grande capacité à pardonner. Elle comprend qu'elle est en reliance avec tout. Et elle sait se taire quand cela est nécessaire, cette intelligence-là. Oui. Elle a vraiment découvert le sens réel de la vie. Elle est dans l'ici et maintenant. Et cette intelligence-là accueille tout ce qui est. Point. Par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que toi, dans ton parcours, cette joie, tu l'as toujours gardée et tu l'as animée, ou est-ce que, comment tu en es venu finalement au départ, trouver de la joie dans la musique, la partager avec les animaux, te rendre compte que ça avait un impact, mais aujourd'hui, ce que tu viens de dire, d'expliquer en 3 minutes, l'intelligence du cœur, changer de paradigme, l'ancien monde, le nouveau, tout ça, comment c'est venu progressivement dans ton quotidien, dans ton expérience? Est-ce que cette curiosité de te tester régulièrement a toujours été là? Comment est-ce que les gens qui t'écoutent, qui nous écoutent et qui n'ont pas du tout cette sensibilité et qui peuvent se dire oui mais ça a l'air d'être très bien, très joli ça, mais ça n'est pas la réalité. Moi je sais que de mon côté je n'ai pas du tout eu cette sensibilité étant plus jeune et elle se développe au fur et à mesure de mes recherches, de mon expérience. Mais chez toi, comment ça s'est passé? Alors moi, ça s'est passé, on pourrait dire, par des paliers. Il y a eu un grand réveil de paliers il y a une quinzaine d'années. J'ai passé des centaines d'heures et des centaines d'heures dans la nature. Avant, j'étais plutôt dans le non-conformiste. Tout ce qui était conforme, j'avais beaucoup de difficultés. Et ces centaines d'heures que j'ai passées dans la nature, il y a eu, en quelques jours, il y a eu un éveil de conscience qui a été du jour au lendemain, je ne pouvais plus écouter aucun média. Du jour au lendemain, j'ai vu qu'en fait, on était dans un monde d'illusions. Et si on m'avait vu à l'époque, j'étais dans un état d'embrasser les arbres, etc., de me dire mais un immense besoin de pardonner de tout ce ce que j'avais pu entreprendre dans la vie, parce que finalement, tout est amour et moi, je le voyais pas. Et donc, ça, je crois que je peux dire qu'avec le recul, il y a eu vraiment un changement à cette époque-là. Et depuis, la joie ne m'a jamais quitté. Je dis pas que j'ai pas des petites choses qui arrivent de désagréables comme tout le monde, mais elles n'ont plus cours comme avant. Avant, je prenais le téléphone, j'essayais de me rassurer, etc. Enfin, j'étais dans une sorte de panique ou de peur ou d'inquiétude. Et d'ailleurs, la vie me l'a rappelé, et fort heureusement, puisque de toute façon, on n'est pas 1% responsable de ce que l'on vit, on est 100% responsable de ce que l'on vit. Et toute la vie ne fait que contribuer à notre évolution, pas à notre involution, à notre évolution. On se fait arriver, l'expérience a encore besoin d'être faite dans ce domaine-là, et si je me fais arriver un individu qui ne me respecte pas ou qui est profondément intolérant, eh bien j'ai encore à travailler. De toute façon, tout ce qui nous horripile, tout ce qui ne supporte pas chez quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'on doit encore travailler. C'est une partie de nous-mêmes qu'on doit encore travailler. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, je pourrais dire que la vie me sourit depuis toutes ces années, vraiment. Alors, même si je vous dis, il y a des choses, j'ai des enfants qui ont leur façon de vivre et qui n'a pas toujours été extrêmement confortable, mais ce n'est pas été impacté comme j'aurais pu l'être autrefois. Voilà. Autrefois, parce que toi et moi, on est d'accord sur cet élément-là. Hein. Je pense que théoriquement, je l'ai bien assimilé. Maintenant, dans la vie pratique, c'est pas toujours évident quand on vit le moment inconfortable, de se dire que c'est pour grandir un peu plus. Mais comment tu réagis face à ceux qui sont vraiment très résistants face à ça, se dire que ce que tu vis effectivement est quelque chose qui devrait t'aider à grandir, parce que c'est douloureux. Est-ce que tu as justement par les conseils que tu as donnés tout à l'heure, la nature, le fait de prendre du recul, d'écouter de la musique, de pouvoir analyser, d'expérimenter? Alors, je prendrai un exemple assez simple. J'ai quelqu'un qui est venu me voir récemment
et moi j'ai aussi été confronté par le passé à cela. Quand on a, par exemple, je sais pas, moi je prends le cas d'une séparation ou d'un divorce ou d'un procès ou euh, quelque chose de quelqu'un qui a été assez désagréable, même odieux et qui a humilié la personne, etc., qui l'a vraiment réduit très bas. Eh bien, quand on vit ce genre de choses, c'est encore là une invitation à grandir. C'est-à-dire que moi, je peux confirmer que quand on a un conflit, par exemple, avec une personne très dure, ou que la personne ne cesse C'est ça. de s'acharner sur nous, eh bien, il faut d'essayer de comprendre. C'est-à-dire que non pas d'essayer de résister et de rétablir la justice, parce que si on rentre là-dedans, Clairement. j'ai connu ça, donc je sais de quoi je parle, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu déclencher et amener l'autre à avoir cette attitude. Et là, quand on commence à faire ça, on peut rentrer dans une démarche qui s'appelle la démarche de pardon. Moi, j'ai réussi à pardonner, par exemple, à mon ex-compagne des choses qui avaient été complètement odieuses, et j'ai pu comprendre au travers de pourquoi elle avait été. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est très, très, très mal, il renvoie toujours son mal-être à la personne qui est la plus proche ou la personne avec qui il a le conflit pour pouvoir extérioriser tout ce mal-être parce qu'il n'en peut plus, C'est c'est ça. plein, donc il pense que c'est à cause de la personne que tout ce mal-être existe, et donc il lui renvoie sans arrêt, sans arrêt. Et si on arrive à se mettre à la place de cette personne, de tout ce mal-être, de tout ce qu'elle vit, d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est déclenché, et là, il s'installe une autre énergie. Du coup, bah, l'énergie, c'est ce que j'appelle, moi, j'en parle quelquefois dans mes conférences de cela, c'est le champ d'information. Le champ d'information, il a besoin toujours d'un allié pour pouvoir fonctionner, du plus et du moins, du yin, du yang, Oui. etc. C'est deux énergies. C'est-à-dire que si la personne est toujours dans ce conflit intérieur, hein, je dis bien intérieur, il voudrait que la paix s'installe, elle en a marre, il supporte plus, il est toujours en train de l'agresser, etc. Mais quelque part, intérieurement, elle voudrait que ça s'arrête, mais elle voudrait aussi que la justice soit rétablie. Donc elle lâche pas, ça veut dire qu'elle veut que la justice soit rétablie, qu'il faudrait que ça s'arrête, que la justice soit rétablie. Ou elle veut tout simplement que ça s'arrête, mais intérieurement, elle a une comment dirais-je, un besoin qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes, quoi. C'est ça. Par exemple. Et je dis bien que là, ça ne va pas s'installer. Par contre, si elle lâche et qu'elle met de l'amour à la place, qu'elle ne met plus du tout de crainte, qu'elle ne met plus du tout de peur, qu'elle met de l'amour à la place, qu'elle comprend la personne, qu'elle essaie de la comprendre, qui est vraiment de se mettre à sa place. Et j'ai la personne qui est venue me voir la semaine dernière, c'est quelqu'un depuis 10 ans, il lui mène une guerre sans fin constamment, il essaie de lui enlever ses enfants, donc elle passe d'enquête sociale à enquête sociale, elle s'en sort plus. Mais je lui dis, mais tu veux que la justice se rétablisse, mais tu perds ton temps. Ça continuera pendant des années. Jamais ça s'arrêtera. Je dis, il faut simplement que tu comprennes que lui, il est certainement très très mal pour te renvoyer tout ce mal-être. Et là, ça va s'arrêter. Et à ce moment-là, si tu te mets à sa place, tu vas pouvoir désamorcer les choses. Parce que de toute façon, une énergie a toujours besoin de son opposé pour exister. Ça. Quelqu'un qui se bat aujourd'hui, je sais pas, pour contre ceci ou contre cela, et il y a toujours l'égrégore en face qui se construit pour pouvoir rééquilibrer tout le temps. Il faut de la résistance. C'est cette énergie, la particularité de cette planète, c'est qu'elle fonctionne avec cette bipolarité. Moi, j'ai fait l'expérience des gens qui étaient par exemple sur une autoroute qui allait passer sur une colline qui était magnifique, et tout le monde était là. Elle passera pas, elle se passera pas, tout le monde manifestait. Et le fait d'arriver dans cette manifestation, de prendre toute cette énergie négative et de la transformer juste en positif, en disant la route, comment dirais-je, elle n'existera pas. Ok, elle n'existera pas, mais si elle existe, elle aura sa raison d'exister. Et donc là, du coup, ça désamorce toute cette énergie négative de se battre contre, parce que quand il y a contre, il y a forcément toujours une unité contre. Oui. Il faut vraiment comprendre ça. Elle a besoin de résistance, l'énergie en face. Elle a besoin d'exister aussi, l'énergie en face. Et donc, c'est nous qui lui donnons la résistance. C'est nous qui la créons au travers de notre attitude. Et du coup, si je reviens sur l'exemple que tu donnais il y a un instant avec cette personne, si on a effectivement quelqu'un, parce que ça, c'est un exemple qui est très pratique et que chaque personne au quotidien peut tester
que la personne croit ou ne croit pas en tout ce qu'on vient de raconter. On a tous des conflits avec, enfin tous, la plupart des gens ont sans doute des conflits avec l'une ou l'autre personne. On peut sortir, comme tu l'as dit tout à l'heure, de cette matrice, de ce jeu, enfin non, ou plutôt rentrer dans un jeu et de se dire, OK, si je prends ce conflit moins sérieusement et que je rentre dans le jeu, comment désamorcer finalement l'animosité que cette personne a envers moi? Parce que là, elle le verra tout de suite. Si je change Ah mon oui, énergie, ah oui, ah oui. en Elle le verra tout de face, suite. Ah il oui, y c'est sûr. aura un changement qui sera Ah, ah visible. oui, ah oui, radical. Radical. Parce que l'autre, Et donc, il n'y a plus prise, donc elle va il n'y a plus lâcher. prise. Mais alors, quand tu parles de pardon, parce que c'est très abstrait de dire, OK, cette personne-là m'en veut depuis 10 ans, elle fait tout ça, je lui pardonne. Mais comment vivre le pardon pour que Alors, l'énergie, que ce ne soit pas mentale? alors, tout simplement, j'ai mis une vidéo sur le pardon, je conseille aux gens d'aller la voir, parce que le pardon, le véritable pardon, c'est d'avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est ça. C'est ça, parce que pardonner, je te pardonne, je lui pardonne, bon, il m'a fait du mal, ça ne fonctionnera pas. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre, vous arrivez à comprendre pourquoi il a pu fonctionner comme ça, là, vous rentrez dans une énergie qui est une énergie complètement de compassion, d'altruisme et je dirais de paix totale, parce que là, vous êtes entre guillemets un sage. Vous ne cherchez plus la guerre, vous ne cherchez plus à rétablir la justice. Parce qu'autrement, on nourrit l'une de nos blessures qui sont toujours abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice. On est toujours là-dedans. Et on joue un rôle. Tout le temps, on joue des rôles victime, bourreau, sauveur. On est tout le temps là-dedans. Et donc, si on ne cesse pas ça, ça continue forcément, puisqu'il y a besoin d'énergie pour nourrir tout ça. Et donc concrètement, j'ai une réunion dans 3 jours avec un groupe de travail. Il y a une personne qui me cherche des nuits depuis plusieurs mois. Le fait, durant la réunion, de comprendre pourquoi cette personne m'en veut et d'être vraiment dans cette énergie de je comprends pourquoi elle réagit comme ça, on devrait voir un changement dans le comportement de la personne. Ah mais évidemment. Évidemment, parce que si toi, c'est ton, en fait, ce sont on a dit tout à l'heure, 99,9% existent dans l'invisible. L'information, c'est de l'énergie. L'information, l'intention, la pensée, les paroles, les actes qu'elle fait, la personne, ils ont besoin d'accrocher. Pour qu'ils accrochent, il faut que l'autre soit dans une énergie de crainte, de défense. Mais si elle est dans une énergie d'amour, ça ne va plus accrocher. D'accord ? Et je peux te prendre un exemple. Pourquoi l'information, c'est de l'énergie qui se transforme en matière. Tu arrives, je ne sais pas moi, tu as un coup de... l'information, c'est de l'énergie, ça devient même de la matière qui s'exprime par des actes, par du gestuel. Tu prends un coup de téléphone, un coup de téléphone amoureux, tu es hyper fatigué, tu arrives de ton boulot, tu es hyper fatigué, tu n'en peux plus, tu prends ce coup de téléphone amoureux, tu traverses la ville en courant. C'est donc bien l'information que tu as reçue qui t'a donné une énergie et qui a fait que tu as retrouvé une force incroyable. Oui. Parallèlement, tu reçois un coup de fil d'une très mauvaise nouvelle, tu es scotché dans ton canapé et tu ne bouges plus, l'information t'a cloué, tu vas somatiser pendant 3 jours. Je prends un exemple. Et donc, c'est ce qui vaut bien que l'information, c'est de l'énergie. Et c'est la même chose dans le cas de conflit. C'est-à-dire que si en face, l'égrégore qu'il y a, il ne répond plus, ça ne va pas fonctionner dur. Ça va pas fonctionner. Et du coup, pour faire le lien avec ce qu'on disait en début d'interview avec la musique, on peut très bien utiliser alors les différents outils dont tu parlais, la douche froide, le contact avec la nature ou la musique, avant... Finalement, je donnais l'exemple ici de la personne qui va avoir une réunion dans un groupe de travail et qui a une personne avec laquelle ça ne fonctionne pas. Avant la réunion, on peut se mettre dans cette énergie de pardon, s'aider éventuellement avec la douche froide ou les 10 minutes en nature pour être finalement soutenu par une meilleure vibration et ça va aider. Alors attention, quand je dis douche froide, il ne faut pas y aller les gens qui n'ont jamais fait de douche froide commencent par du chaud, après ils vont progressivement avec du froid et finissent en chaud. Mais concernant la réunion, je vais encore dire ce que j'ai dit au cours de l'interview. Ça dépend dans quel état l'individu vibre. C'est-à-dire que s'il est dans un état de pensée qui veut la paix, qui souhaite la paix, mais qu'à l'intérieur il vibre la crainte et la peur, que la personne l'attaque à nouveau, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. C'est vraiment la vibration dans laquelle il va être.
Et la vibration, c'est comment dire, comment on pourrait faire la différence dans un exemple concret? Si je te dis, si je te demande pardon, bon, excuse-moi, tout à l'heure, je me suis mal comporté. Je prends un exemple, hein. Je me suis mal comporté avec toi. Oh, excuse-moi, David, je me suis mal comporté. Par contre, si je te dis, là, je vais parler avec le cœur, je te demande pardon, David. Vraiment, je me suis vraiment pas très bien exprimé tout à l'heure. Je n'étais pas forcément au top intérieurement, donc je te demande vraiment pardon. Je suis désolé. Ouais. Tu vois. Et voilà la différence, si tu veux, quand ça vient du cœur et quand ça vient du mental. Si tu veux, c'est totalement différent. Si tu veux, là, je vibre C'est ça. la paix, je vibre l'amour, je vibre la compassion et je vibre le pardon profond, quoi. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Tu vois, tu sens que je suis mal, rien que le fait de me m'a compenser. Je suis aussi mal que toi, même plus mal que toi, tu vois. Parce que c'est moi qui est d'abord l'émetteur. Donc je suis pas bien du tout. Moi, je sais que quand je me suis mal comporté aujourd'hui ou j'ai pas eu la phrase qu'il fallait, mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Alors, Ça dure des heures ou une oui, demi-heure ou un quart d'heure, quoi. tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu l'as vécu de manière assez intense, rapide, à un moment de ta vie, mais avec les personnes avec qui tu as déjà eu des contacts, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps. Les gens doivent, un peu comme l'activité physique, réessayer pour faire monter la vibration, ou est-ce qu'en général, ça vient en une fois? C'est peut-être un peu bête ce que je dis, mais Non, 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 c'est pas bête du tout. C'est ce que je dis dans ma vidéo sur le pardon. Ça peut prendre 10 minutes comme 10 ans. c'est ça, Ça dépend de. plein de choses. Je le dis, voilà, ça dépend je dirais, quelque part de l'état de la personne, de la blessure, du tas de choses. C'est très, très particulier. Chaque état est particulier. Ça dépend de la blessure, comment elle a été ancrée. Ça dépend des vies d'avant. Ça dépend C'est ça. des mémoires d'avant. Il y a des tas de choses qui interfèrent. Ce qui est sûr, c'est que plus on se nettoie, plus on se purifie, plus on se lave, les, le changement de paradigme amène à des choses qui sont beaucoup plus. Ce qu'il fallait 20, 25 ans pour nettoyer, là, ça peut se nettoyer en quelques jours ou quelques Ouais, heures. c'est ça, tout à fait. C'est ça. La Tout différence, à elle est fait. là. En tout cas, Michel, merci beaucoup pour ta générosité, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui durant l'interview. Tu as un site internet qui s'appelle fréquencevibratoire.fr, je mettrai ça en descriptif. Tu as également une chaîne YouTube, un livre qui s'appelle Connaissez-vous votre fréquence, votre vibration, point d'interrogation, qui résume un peu ce que tu disais aujourd'hui, c'est effectivement de faire l'expérience et de se connaître. Et au plus on peut se connaître, au plus on pourra justement progresser et se libérer justement de ces fréquences qui sont de la peur et aller vers l'amour et la joie. Mais quels sont tes projets à toi aujourd'hui pour terminer cette interview? Quel est ton quotidien, finalement, ton travail? Est-ce qu'il est maintenant à 100% dans ce travail de partage de l'information, de conférence, d'écriture, ou comment ça se passe de ton côté? Alors là, en ce moment, je suis en train de terminer un deuxième livre. Donc, il est quasiment terminé. Je pense que il devrait sortir là, j'espère à l'automne en tout cas, C'est ça. imprimé. Donc ça m'a passé beaucoup de temps puisque j'ai répertorié tout ce que j'avais fait encore ces dernières années. Et là-bas, je me suis équipé de plein d'appareils et je suis toujours en recherche là en ce moment. Je fais beaucoup d'expériences. J'ai une nouvelle pyramide là avec laquelle j'ai mis des tas de choses dedans, des antennes Lakowski, etc. Enfin, il y a plein de petites technologies. Et c'est vrai qu'il y a un avant et un après. Là, je suis rendu à peu près une 60-70 personnes qui sont passées dedans. C'est ça. Parce que j'ai un appareil qui mesure avant l'énergie vibratoire, la vibration de l'individu, et avant et après. Et c'est vrai il y a un avant et un après. Les gens prennent en général entre 10 et 40% de vitalité quand ils sont dedans et quand ils en sortent. Cette pyramide n'est pas au Canada, sinon je l'aurais proposé. C'est gratuit, hein. Les gens qui veulent en France l'utiliser, ben, ils l'utilisent. Je les fais passer dedans. Et donc je suis équipé aussi d'appareils qui photographient l'énergie, toutes les énergies invisibles en fait, hein. Je suis passionné de ça et là en ce moment j'ai travaillé un peu moins, mais j'ai travaillé beaucoup aussi sur la musique des plantes puisque les plantes émettent des mélodies
continuellement. En général, ils ont 40 craquements par heure selon les variétés. Plus la plante est, et je dirais, en communauté avec d'autres, plus plus les mélodies sont jolies. Et j'ai une plante, par exemple, qui est tout le temps fleurie chez moi, toute l'année. Et c'est assez impressionnant les mélodies qu'elle émet, quoi. Donc les plantes sont quelque chose de vivant. Je dirais que dans une plante, il y a l'entièreté du cosmos, quoi. C'est pour résumer. Ça. Waouh. Donc j'ai aussi un autre site qui s'appelle Terre Vivante. Alimentationvivante.fr. Pardon. Ok. Je mettrai tout ça en descriptif. Et si on veut justement rester aux dernières nouvelles de l'apparition de ton livre, est-ce que tu as une newsletter? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part en particulier pour savoir quand ce livre va sortir? Ou si tu as des conférences, pouvoir te suivre? Oui, j'ai des conférences. Alors là, j'ai calmé un peu pour cet été parce que je me réserve à terminer le livre. Donc, je voudrais vraiment le terminer avant l'automne et qu'il soit publié au mois de septembre-octobre, ça aurait été bien, quoi. Parce que j'ai de la demande, donc il faudrait qu'il soit vraiment terminé, quoi. Ouais. Donc, on peut me suivre. Ouais, je vais le mettre sur mon site. De toute façon, les gens qui vont, parce que le problème je peux pas toujours répondre à tout le monde. Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a. Des fois, ça dépend du monde, quoi. Okay. Mais c'est vrai que je me déplace. Alors, je dis quand même que l'entièreté des recettes des livres sont reversées à des associations d'intérêt général. Okay. Je ne garde rien et je travaille pour le bien commun en faisant ça. Ça. Wow. Bien, en tout cas, merci et bravo pour tout ce travail qui est de longue haleine. Mes interventions aussi, que ce soit en conférence, en atelier, sont gratuites. Je demande juste à être défrayé. Voilà. C'est ça. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vrai que je suis un peu loin pour aller à la prochaine conférence, mais je suivrai avec attention la sortie de ton prochain livre et je vais me mettre à la lecture du premier d'ailleurs, parce que je n'ai pas eu le temps entre le moment où je t'ai découvert et aujourd'hui de pouvoir le faire, mais il me titillait, il est sur ma liste des livres à lire. Merci beaucoup en tout cas pour ton travail, parce que c'est vraiment important et c'est un travail de longue haleine et pas facile justement par rapport aux résistances que l'on peut rencontrer au quotidien. Mais donc merci à toi Michel, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous probablement d'ici quelques semaines. Je vais peut-être faire une pause cet été pour aussi préparer différents projets. Donc j'espère que cette interview vous a ouvert d'autres perspectives par rapport à votre santé. Comme Michel l'a très très bien dit, faites l'expérience. Une de ses interventions s'appelait « On ne vous demande pas d'y croire ». Mais ici, aujourd'hui, on ne vous demande pas d'y croire, mais de le tester avec l'esprit d'un enfant qui a envie de jouer, d'expérimenter, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Merci à toi, Michel. Merci également à toi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ton interview. C'était très, très pertinent, tes questions. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci, c'est un très bel échange. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.